dans quelques instants. Réagissant à une déclaration de la société civile de sa juridiction, le gouverneur du Nord Kivu, M. Julien Paluku, a émis le samedi 28 juillet le souhait de voir un mécanisme international procéder à l'évaluation de l'accord du 28 mars 2009 entre le gouvernement et l'ensemble des mouvements armés qui opéraient dans cette partie de notre pays. Un accord qui, comme vous le savez, sert de prétexte à l'agression en cours contre notre pays dans sa partie Est. Avant même que le gouvernement de la République, principal destinataire de cette requête du gouverneur du Nord Kivu, n'ait pu réagir, on a enregistré des interprétations en sens divers à ce sujet. Une certaine opinion s'est émue de ce qui est considéré comme l'abandon de l'option militaire dans la gestion par le gouvernement de la République de cette guerre. On a vu d'autre part la pseudo-mutinerie du M23 et ses initiateurs dans la région rouler les mécaniques, affirmer que le gouvernement avait opté pour négocier avec ses faire-valoir d'une agression extérieure désormais qualifiée. Qu'en est-il exactement? C'est le sens de notre entretien de ce jour. D'abord, mesdames, messieurs de la presse, je voudrais que vous sachiez que le gouvernement de la République a reçu très positivement la requête du gouverneur Julien Paluku. À l'examen, il ne ressort nulle part dans cette requête l'idée d'un quelconque choix préférentiel en faveur d'un type de gestion de la sale guerre qui est imposée au peuple congolais, un choix qui exclurait le recours à toute autre approche. Et je voudrais à cet égard, au nom du gouvernement, réitérer d'emblée le maintien, du reste rappelé clairement par Monsieur le Président de la République dans son entretien de samedi avec la presse nationale, d'une réponse en forme d'un tableau triptyque. Des actions politiques et diplomatiques se déployant autour de la riposte militaire restent plus que jamais dans l'agenda du gouvernement et des institutions congolaises face à ce défi sécuritaire majeur qu'affronte notre peuple. Et on abolir la requête du gouverneur du Nord Kivu dans tous les sens, on n'y trouve nulle mention d'une négociation avec quelque force négative que ce soit. Le Rwanda que nous considérons aujourd'hui comme la partie essentielle du problème de l'insécurité récurrente à l'Est et donc de sa solution, le Rwanda vient de déclarer dans sa réplique au rapport accablant des Nations Unies à cet effet, rapport que nous nous sommes fait procurer, sa disponibilité à s'impliquer dans le processus de recherche de solutions durables aux problèmes de l'Est, que ce pays voisin définit à tort comme des problèmes politiques, incluant le dialogue et la réintégration des groupes armés ainsi que la neutralisation ou le rapatriement d'autres forces négatives opérant actuellement dans la région. C'est le lieu pour le gouvernement de rappeler que le M23 fait partie, à l'instar des FDLR, des forces identifiées comme forces négatives par la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et l'Union africaine, et qu'en tant que tel, un dialogue avec cette pseudo-mutinerie, qui n'est qu'une astuce pour dissimuler une agression extérieure, n'est pas envisageable. Le gouvernement considère positivement, ai-je dit, la requête du gouverneur du Nord Kivu pour une évaluation de l'accord de paix du 23 mars 2009, signé, faut-il le rappeler, entre le gouvernement et plusieurs dizaines de groupes armés nationaux qui existaient au Kivu.
Tant de choses sont dites sur cette évaluation, sur le mot de la rumeur qui reste l'arme de prédilection des spécialistes de la déstabilisation. L'agitation des forces négatives du M23 autour de la perspective d'une évaluation de cet accord par un mécanisme international procède de cette guerre psychologique que les ennemis de la paix n'ont cessé de mener contre le peuple congolais. En réalité, les propositions du gouverneur Paluku entrent bel et bien dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration d'Addis Abeba du 15 juillet 2012, signée par les 11 chefs d'État membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, qui s'étaient réunis, vous vous en souvenez, en sommet extraordinaire sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, en marge du dernier sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. On peut en effet lire au point 11 des décisions prises par le sommet de la CIRGL à Addis Abeba ce qui suit. Citation: « Décidons l'établissement immédiat d'un mécanisme de suivi à travers la réactivation de l'équipe d'envoyés spéciaux composée de son Excellence Benjamin Mkapa et de son Excellence le général Olusegun Obasanjo pour trouver les causes profondes des conflits dans l'Est de la RDC et ainsi proposer une solution durable. Le secrétaire général des Nations Unies est appelé à appuyer cette initiative. » Fin de citation. Cette décision des chefs d'État s'inscrit tout naturellement dans les dispositions de l'article 15, alinéa 2 de l'accord de 2009 qui prévoit la constitution, sous les auspices de la CIRGL, d'un tel comité international de suivi. Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est procuré une copie de la réplique du Rwanda à l'annexe au pré-rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur les violations de l'embargo sur les armes à destination de la République démocratique du Congo. Par ce texte, nos voisins rwandais tentent de persuader l'opinion, et particulièrement les Nations Unies, que les accusations contre eux ne seraient pas fondées, notamment le fait que des personnalités prééminentes dans l'appareil militaire et sécuritaire de ce pays ont contribué à la création du M23, en facilitant le transport des armes et le mouvement des combattants du dit mouvement par le territoire de leur pays, en approvisionnant en armes et munitions le M23, en exerçant des pressions sur des politiciens et des hommes d'affaires congolais au profit du M23, en portant appui à plusieurs autres groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo et en appuyant des personnes poursuivies par la justice internationale. Le gouvernement de la République démocratique du Congo constate qu'un certain nombre de points évoqués dans la réplique du gouvernement rwandais suscitent plus de problématiques qu'elles n'apportent de clarté aux questions soulevées par le rapport des experts des Nations Unies. Ainsi que nous avons pu le démontrer dernièrement, l'implication rwandaise dans la guerre conduite par le M23 ou sous le couvert du M23 est avérée non seulement de par les preuves apportées par le rapport des experts des Nations Unies, mais aussi conformément à d'autres sources indépendantes, les unes des autres, que sont notamment les populations locales du Nord Kivu, premières victimes de l'agression, les organisations non gouvernementales, telles que Human Rights Watch, dont les difficiles relations avec le gouvernement de la République démocratique du Congo sont de notoriété publique. Vous en êtes témoin. Il ne viendrait à l'idée de personne de bonne foi qu'il pourrait exister une complicité quelconque entre cette ONG internationale et le gouvernement de la République démocratique du Congo.
Les observations en question ont été en outre dûment vérifiées par la force onusienne MONUSCO, ainsi que par les rapports des services d'intelligence du gouvernement de la République démocratique du Congo, le gouvernement qui a parié ces 3 dernières années sur la bonne foi du partenaire rwandais et n'avait dès lors aucun intérêt à noircir le tableau. Des vérifications ont été aussi faites par l'importante délégation qu'avait conduite au nord et au sud Kivu Monsieur le Premier ministre de la République démocratique du Congo en juin dernier. Ce ne sont pas des sources anonymes et compromises, comme l'affirme le gouvernement rwandais dans sa réplique. Il ne suffit pas d'accoler des adjectifs comme anonyme, compromise, à une source dont la fiabilité ne fait l'ombre d'aucun doute pour jeter le doute sur la véracité des faits établis par le rapport d'experts des Nations Unies. Prétendre que même la BBC aurait intérêt à falsifier la vérité dans le cadre d'on ne sait quelle campagne de désinformation orchestrée contre le gouvernement du Rwanda, que l'on considère généralement dans cette partie du monde comme un gouvernement qui est en très bons termes avec les pays occidentaux, dépasse les limites du raisonnable. Les preuves apportées par le rapport d'experts des Nations Unies ne sont donc nullement basées sur des témoignages biaisés, comme l'affirme la réplique du gouvernement rwandais. Un témoignage n'est pas à qualifier de biaisé du simple fait qu'il n'est pas confirmé par la personne physique ou morale mise en cause dans le fait répréhensible dénoncé. Ainsi, pour nos partenaires rwandais, le seul fait que le rapport des experts des Nations Unies ne corresponde pas à la version qu'ils souhaitaient voir développée sur ces graves événements du Nord Kivu, afin de dissimuler les vrais acteurs, rendrait ce rapport peu crédible. Ce type d'argumentation ne tient pas la route. C'est le moins que l'on puisse dire. Étant entendu qu'au fait, on n'oppose pas des états d'âme ou des arguties. Les recrues de nationalité rwandaise arrêtées dans les rangs du M23, c'est une réalité. Les uniformes de l'armée rwandaise qu'ils portaient sont une réalité. Des armes sorties des arsenaux du Rwanda Defense Force, également une réalité. Tout cela ne relève pas de témoignages biaisés. L'insistance sur les conditions dans lesquelles certains témoignages ont été recueillis reviendrait à dire que les personnes interrogées par la MONUSCO auraient subi des tortures, étant donné que les forces armées de la République avaient reçu un ordre formel de remettre instantanément tous les prisonniers entre les mains de la MONUSCO, laquelle MONUSCO les a interrogés en présence d'officiers de FARDC. Et le Rwanda dit qu'ils ont été torturés, donc il faudrait nous démontrer que la force onusienne torture. Nous ne l'avons jamais appris nulle part. Ceci est une insinuation tout à fait inacceptable à notre avis. Il faut prendre le monde entier pour un ramassis de demeurés pour croire que pareille assertion emportera la conviction de qui que ce soit. Les réponses contenues dans la réplique du gouvernement du Rwanda taxent d'évidences fabriquées ou de témoignages téléguidés toutes les preuves apportées par le rapport des experts. Il faut vouloir se défendre à tout prix pour nier, par exemple, l'évidence des uniformes de Rwanda Defense Force découverts sur des éléments attrapés sur le front du M23 à proximité de Runyoni. Contre ce fait, la République du Rwanda allègue qu'il est possible que l'opération conjointe entre les FARDC et la RDF ait été l'occasion, je les cite, pour l'une ou l'autre force d'obtenir des tenues et des munitions appartenant à l'une quelconque d'entre elles. Fin de citation. Pourtant, là n'est pas la seule preuve qui accable nos voisins. On peut rappeler que les jeunes gens issus des rangs du M23 et interrogés par la MONUSCO en présence de nos agents
ont donné toutes les précisions sur leur village d'origine au Rwanda et les circonstances de leur recrutement. Ce fait sur lequel la République rwandaise reste muette ne relève certainement pas de la fabulation. Prétendre qu'il faille préciser dans l'addendum au rapport des experts les noms, les unités et d'autres détails identitaires personnels des témoins pour rendre leur témoignage fiable n'est pas défendable. Vous comme moi, nous savons bien ce qu'il est advenu des opposants et autres personnes en délicatesse avec le régime en place au Rwanda. Les experts onusiens ne pouvaient donc pas se permettre d'envoyer à une mort certaine des gens qui n'auraient pour tort que d'avoir offert leur coopération à la recherche de la vérité sur le calvaire des populations congolaises du Nord Kivu. Et il est curieux de constater que la réplique du gouvernement rwandais au pré-rapport des Nations Unies impute soudainement aux services de sécurité et aux forces armées de la République démocratique du Congo une formidable capacité. Une capacité que le discours officiel au plus haut niveau du Rwanda n'a cessé de railler ces derniers jours, en présentant souvent notre pays comme un véritable État failli. C'est dire une chose et son contraire, en l'espace de quelques heures seulement. La prétention selon laquelle le Rwanda n'aurait pas été écouté sur les accusations portées contre lui nous paraît aussi sujette à caution. En effet, le gouvernement rwandais reconnaît lui-même, bien qu'il en minimise la portée, le fait que son ministre des Affaires étrangères a bien pu répondre aux allégations le mettant en cause à l'occasion de son séjour à New York. Dire que les réponses ainsi données ne peuvent pas être considérées comme provenant du gouvernement rwandais, qu'elles représentaient pourtant en bonne et due forme, ne peut convaincre, puisqu'il est évident que Madame la ministre était bel et bien mandatée pour donner la version de son pays sur ces faits avant la publication du rapport que le gouvernement rwandais avait préalablement reçu. Mesdames, Messieurs, la publication de ce rapport ne peut donc être considérée comme précipitée, puisqu'elle s'est faite bien après la réplique de Madame la ministre rwandaise des Affaires étrangères. À propos des témoignages d'officiels rwandais cités, et dont nos interlocuteurs rwandais estiment qu'ils sont de nature à invalider, ou à tout le moins à altérer le contenu de l'annexe au rapport des experts des Nations Unies, nous constatons, après en avoir pris connaissance, qu'il ne s'agit que de déclarations spécieuses et peu dignes de foi, car ils sont de toute évidence destinés simplement à désorienter l'opinion publique et les enquêteurs sur des faits qui sont évidents, mais auxquels on se plaît à donner de multiples interprétations plausibles. Ainsi, tout en reconnaissant les tractations entre un général rwandais et des ténors du M23, la réplique du gouvernement de Kigali essaye de faire croire que c'était une action destinée à persuader les ténors du M23 de ne pas entrer en rébellion contre leur gouvernement. Mais de quel droit, sur base de quel principe, ce général rwandais s'est-il assigné la mission de ramener dans le droit chemin les brebis égarées d'une armée étrangère à l'insu des autorités de ce pays? On conviendra que pareille attitude ne correspond à aucune règle dans les relations entre les États. Mais le plus grave pour nous, gouvernement congolais, est dans le point 17 de la réplique des autorités rwandaises, évoquant la montée d'une rhétorique de haine ethnique observée dans les médias congolais et les réseaux sociaux, avec des conséquences, je les cite, dramatiques pour les rwandophones congolais. Fin de citation. S'agissant des réseaux sociaux, Internet, Facebook, YouTube, etc., nous avons noté avec étonnement
que le gouvernement rwandais rendait le gouvernement et le peuple congolais responsables d'un posting manifestement anonyme sur YouTube d'un internaute surnommé Évêque Élysée, sûrement quelqu'un qui n'existe pas, et qui a pris le nom d'un prophète de l'Ancien Testament, et qui appelle à, je cite, la guerre sainte contre les Tutsis, et qui invite à, je cite, tuer les Tutsis partout dans le monde. Fin de citation. Mais qui est donc cet évêque Élysée? Qui le connaît? Nous ne le connaissons pas. Pas plus que les auteurs de la réplique, parce qu'ils ne nous aident pas à mieux l'identifier. S'agit-il d'un Congolais? S'agit-il d'un Rwandais? En tout état de cause, l'auteur d'une telle ignominie ne peut être qu'un provocateur. Son anonymat le prouve. Et le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a pas à répondre d'un tel acte. Il est arrivé, mesdames, messieurs, que des médias publics ou privés de notre pays se soient laissés aller à diffuser des propos discriminatoires ou xénophobes dans le traitement de l'information sur la sale guerre d'agression qui nous est imposée. Les Rwandais savent bien, comme le monde entier, bien qu'ils ne le disent pas dans leur réplique, que chaque fois que cela a été signalé, des sanctions promptes et sans complaisance ont été prises par le gouvernement de la République démocratique du Congo. C'est le cas d'un quotidien, le Journal, qui est interdit de paraître jusqu'à ce jour pour un article d'incitation à la haine ethnique contre une partie de la population rwandophone de notre pays. C'est le cas du directeur général de la chaîne publique, la radiodiffusion-télévision nationale congolaise, suspendu de ses fonctions pour avoir laissé passer sur antenne des propos jugés xénophobes. Par contre, le gouvernement de la République démocratique du Congo est en droit de questionner l'attitude des auteurs de la réplique du Rwanda qui se sont permis de recourir à un double mensonge dans une tentative criminelle d'opposer les communautés ethniques congolaises les unes aux autres. En effet, le point 17 de la réplique présente l'incendie d'une partie d'une résidence familiale de la famille Bachikanira à Goma, qui a coûté la vie à 6 enfants de cette famille de Goma le 25 juillet, comme faisant partie des persécutions contre les rwandophones congolais. Le mensonge est double, parce que, 1. L'incendie du 25 juillet à Goma de la résidence de la famille Bachikanira a été un incendie accidentel, dû à l'imprudence et non pas criminel. 2. Les Bachikanira dont les enfants sont décédés alors que leur père et mère dormant sur une autre partie du bâtiment ont survécu grâce à l'intervention des voisins venus éteindre l'incendie. Les Bachikanira donc ne sont pas rwandophones. Monsieur Bachikanira et son épouse ne sont ni Tutsi ni Hutu congolais. Ils appartiennent à l'ethnie Havu de l'île d'Idjui au sud Kivu. Alors pourquoi prétendre que ce sont des rwandophones? Pourquoi prétendre que l'accident a été un incendie volontaire? Sinon de par la volonté de soulever des Congolais entre eux. Et si par hasard un rwandophone congolais mourait de la main d'un autre de ses compatriotes congolais, en quoi le gouvernement de Kigali est-il concerné? Un tel double mensonge qui vise d'une part à justifier les ingérences récurrentes du Rwanda dans les affaires de la République démocratique du Congo et à soulever des Congolais contre d'autres Congolais enlève toute crédibilité à la plupart des allégations contenues dans la réplique de la République du Rwanda. Mesdames, Messieurs, au bout de cette lecture rapide de la réplique qui est en train d'être présentée aujourd'hui même au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, nous continuons d'exiger simplement que nos voisins rwandais cessent de susciter et d'appuyer, y compris par des arguties spécieuses, les forces négatives destinées à rendre l'Est du Congo ingouvernable. Et nous comprenons un peu mieux maintenant que l'instinct prédateur de certains acteurs dans ce pays voisin
reste encore plus fort que la volonté déclarée de nos deux gouvernements depuis ces 3 dernières années d'œuvrer pour la paix dans notre région, et c'est bien dommage. Je vous remercie. Spectateurs, vous venez de suivre le point de vue du gouvernement fait par le ministre des Médias, c'est un point de presse qui termine le mois et qui inaugure d'autres incidents. Le gouvernement a pris la décision de la France de saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies. À quand l'arrivée de la force d'interposition annoncée à ce débat? Quelle sera sa nature? De qui serait composé? Mais aussi, enfin, on a appris l'arrestation du secrétaire général adjoint de l'UDP. Est-ce qu'on peut avoir des précisions par rapport à ça? Nadine Laine de Télé 7. Le Rwanda va répliquer aujourd'hui au moment où le Pays-Bas décide de geler le 5 millions d'euros qu'il devait accorder au Rwanda. Vous ne pensez pas que c'est une façon de faire endormir la communauté internationale? Mirador Télévision. Monsieur le ministre, à la lumière de la réplique du gouvernement, la réplique de la République du Rwanda, pouvons-nous à ces jours confirmer que le Rwanda est un pays agresseur? Deuxième question, s'il est vrai que l'accord du 28 mars 2009 sert aujourd'hui de prétexte à la guerre, que répondiez-vous à ceux qui affirment que ce qui se passe aujourd'hui n'est que la conséquence des accords de l'Emera? Si, Esther Abedi, Africa TV. Dans votre intervention, vous dites que le gouvernement fait sien les préoccupations du gouverneur de la province du Nord Kivu. Mais lorsque vous parlez de l'évaluation justement de l'accord de 2009 avec le CNDP, quels seront les termes de cette... Excusez-moi, il n'y a pas d'accord avec le CNDP. Il y a un accord avec 55 mouvements armés. Pourquoi parlez-vous? Merci, avec toutes les forces négatives. Je corrige, disant que le gouvernement va devoir évaluer les accords signés avec toutes les forces négatives dans l'Est de la RDC. Quels seront les termes de cette évaluation, mieux les conséquences de cette évaluation? Et puis, les Pays-Bas, les États-Unis et même la Grande-Bretagne ont suspendu leur appui militaire au Rwanda. Quel commentaire fait le gouvernement de cette action? Est-ce cela doit-il rentrer dans ce que le gouvernement parle, évoque de victoire diplomatique dans cette guerre avec le Rwanda? Monsieur le ministre, on a parlé des négociations pendant le week-end. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il y a des négociations à propos de la situation de l'Est, et ces négociations se déroulent avec qui et quels sont les termes de ces négociations? Monsieur le ministre, est-ce que vous soupçonnez le Rwanda de vouloir renverser le gouvernement de Kinshasa? Excellence, vous avez la parole, c'est la dernière intervention. Merci. À la première question sur la décision annoncée par le gouvernement français par la voix de Madame la ministre déléguée à la francophonie de saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour un briefing, je crois, qui va avoir lieu en ce début de semaine, demain probablement. Nous devons dire toute notre satisfaction, parce qu'à un moment, nous nous posions beaucoup de questions sur le silence qui était observé par ceux qui sont les plus proches de nous. Vous savez, nous appartenons à la famille francophone, et nous ne comprenions pas que d'autres se levaient pour dire que l'agression était inacceptable, mais que ceux qui étaient culturellement, en termes de valeurs partagées, les plus proches de nous, se taisaient.
Nous disons qu'il vaut mieux tard que jamais. Nous saluons cette position de la France, nous nous en félicitons et nous pensons que ce n'est que justice. Il faut que les pays qui jouent le rôle le plus important au sein de la communauté internationale, ils sont 5, la France en est, puissent prendre effectivement conscience de la gravité de cette situation dans laquelle l'aventurisme militariste et prédateur de certains acteurs au Rwanda est en train de mettre la République démocratique du Congo. Donc c'est quelque chose qui nous va droit au cœur et dont nous nous félicitons sincèrement. La force neutre, on est en train d'y travailler. Nous avons souhaité, comme gouvernement, que l'on puisse gagner du temps en confiant les tâches dévolues à cette force neutre à la force MONUSCO, qui est, elle, à l'avantage d'être déjà déployée sur place. Cela n'est possible, comme l'a rappelé le ministre des Affaires étrangères, que si et seulement si on procédait à la transformation du mandat de la MONUSCO et qu'on lui donnait un mandat beaucoup plus robuste, lui permettant d'assurer les 2 missions essentielles de cette force neutre, qui est la surveillance des frontières, mais aussi l'éradication des groupes armés, et on a bien cité le M23, les FDLR et d'autres du genre. Qu'est-ce qui va composer cette force neutre? C'est une force internationale, on l'a dit, ce n'est pas une force régionale. Donc tous les pays de tous les coins du monde, de tous les continents, sont éligibles à la condition qu'ils soient neutres. Donc à l'évidence, il y a des pays qui ne peuvent pas faire partie de cette force neutre, la République démocratique du Congo et le Rwanda, parce qu'il s'agit des 2 pays qui sont en problème et que l'on essaye de résoudre. Et pour le reste, je pense que le gouvernement congolais est ouvert à toutes les propositions susceptibles d'aider à mettre fin dans un délai le plus court possible à ces souffrances atroces de nos populations. C'est pourquoi nous avons déjà saisi les autorités compétentes au niveau de la conférence des Grands Lacs, au niveau de l'Union africaine et de New York, pour qu'une décision intervienne aussi rapidement que possible. Vous parlez de l'arrestation du secrétaire général adjoint de l'UDPS. Oui, je peux confirmer qu'il y a eu une interpellation de 2-3 personnes, je crois, dans le cadre d'une enquête sur une affaire de détention illégale d'armes de guerre. Manifestement, le secrétaire général adjoint de l'UDPS a donné des explications qui peuvent être considérées comme satisfaisantes pour les enquêteurs quant à ces problèmes d'armes de guerre, et que donc probablement aujourd'hui, avant la fin de la journée, il sera, s'il ne l'a déjà été, remis en liberté. C'est un citoyen, il peut avoir affaire à la justice de son pays, ça n'a rien à voir avec la politique. Si vous faites de la politique et que vous êtes mêlé à une affaire de droit commun, forcément la justice vous interpelle, mais ça n'a rien à voir avec des activités politiques du secrétaire général adjoint de l'UDPS, et manifestement ça se passe plutôt bien pour lui avec cette enquête. Télé 7 nous pose la question sur le Rwanda qui réplique au moment où on gèle des aides, comme s'il voulait endormir la communauté internationale. Je dois dire que cette réaction fait partie de la panoplie usuelle des démarches en cas d'une enquête par le comité des sanctions des Nations Unies. Le Rwanda est dans la position du pays qui est accusé d'avoir posé des actes non conformes avec le droit international. Le Rwanda a le droit de répliquer. Je ne pense pas que nous puissions avoir intérêt à refuser que le Rwanda réplique. Il est normal qu'il puisse répliquer. Vous pensez que ça peut endormir la communauté internationale? La communauté internationale n'est pas composée d'enfants de cœur que l'on peut endormir comme ça. Je pense qu'il y a des choses qui sont tellement évidentes, qui sont en leur possession, que nous pensons que ce n'est pas à la légère que toutes les décisions de pression sur ce pays voisin, les ruptures des aides symboliques ou beaucoup plus contraignantes, ne sont pas prises au hasard. Donc nous attendons. Ce document a été publié, nous avons reçu les bonnes pages, nous avons considéré, et beaucoup avec nous d'ailleurs, qu'elles ne sont pas de nature à remettre en cause la conviction profonde qu'il y a une responsabilité de ce pays dans ce qui est en train d'arriver
à l'est du pays, pas seulement maintenant, mais depuis de longues années, même si au cours des 3 dernières années, nous avons voulu croire en la possibilité que la volonté de nos deux gouvernements soit plus forte que les appétits de certains prédateurs qui se retrouvent malheureusement dans les allées du pouvoir dans ce pays frère. Troisième question, pouvons-nous confirmer que le Rwanda est un pays agresseur? Mais il vous appartient de tirer les conclusions de tous ces rapports, de la position que le gouvernement a prise, des sanctions qui sont en train d'être adoptées par la communauté internationale. Je ne peux pas me mettre à votre place pour tirer les conclusions et vous dire que le Rwanda n'est pas un pays agresseur. Ça, je ne peux pas le dire. Pour l'instant, le monde entier a placé le problème de la cause initiale de ce que nous connaissons aujourd'hui comme déstabilisation au Nord Kivu, au Rwanda. Est-ce que c'est le Rwanda qui agit comme gouvernement? Est-ce que ce sont des membres de l'establishment rwandaise qui agissent pour leur propre compte? Pour nous, c'est le Rwanda qui est responsable des actes qui sont posés à partir du Rwanda, et il appartient au Rwanda de mettre fin à cela, que ce soit le gouvernement qui agit, que ce soit des membres qui agissent indépendamment du gouvernement, le gouvernement rwandais reste responsable. Au-delà des définitions, c'est lui l'agresseur direct ou il ne fait que couvrir, il y a la notion de responsabilité. Alors, l'accord de 2009, maintenant que nous en minimisons l'éventualité qu'il ait pu être violé, parce que nous avons mis en place tous les dispositifs, tous les mécanismes de suivi, et ceux qui prétendent s'agiter autour de cet accord, qui viennent d'être radiés des forces armées de la République, qui revendiquent même des grades. Mais ils ont eu ces grades comment, si ce n'est dans l'application de l'accord? Des gens qui étaient dans la vie civile, qui se retrouvent du jour au lendemain, major, colonel, général, vous croyez qu'ils le sont devenus comment, si ce n'est qu'à travers l'application de l'accord? Et donc c'est un argument complètement irrécevable, parce que l'accord a été bel et bien exécuté, et voilà qu'on passe maintenant à l'EMERA. Mais qu'est-ce que l'EMERA dit? Ça a été publié. Il n'y a rien d'autre que la création d'une superstructure de partis politiques ou d'associations politiques qui voulaient participer au combat contre la dictature de la Deuxième République. Si vous avez d'autres éléments qui vont au-delà de ce que les fondateurs de la FDL ont dit de l'accord de l'EMERA, produisez-les. Il ne s'agit pas de jouer au mystérieux ici, d'amener tout le monde à être des détectives. Dites-nous s'il y a des choses que vous connaissez. Nous avons lu un document où il n'est pas question de vendre le pays à je ne sais qui. Comment on vend un pays? Ça va commencer comment? Quel est le prix? Donc ça n'existe pas, ces histoires sur l'EMERA. C'est toujours les prédateurs qui se donnent toujours des raisons. Si ce n'est pas l'EMERA, si ce n'est pas 2009, vous avez vu maintenant, on transforme un mot à vous, de l'île d'Idjoui en un rwandophone, parce qu'il faut trouver des raisons de piller, de déstabiliser, de s'aimer la confusion pour rendre possible la poursuite du pillage. Donc, je n'ai vraiment rien à dire sur l'EMERA, il n'y a rien dans l'EMERA qui puisse justifier que nous puissions souffrir ce que nous sommes en train de souffrir. Africa TV, on est d'accord avec le gouvernement, mais les termes de référence de cette évaluation n'est pas une évaluation entre le gouvernement et les 55 groupes armés. Pas du tout. C'est une évaluation internationale. C'est ce que les chefs d'État à Addis Abeba ont souhaité. Et donc on a réactivé le mécanisme d'évaluation mis en place en 2009. Vous savez, l'ancien président tanzanien Mkapa, l'ancien président nigérian Obasanjo, pour nous permettre de suivre les niveaux d'exécution de ces accords et vérifier si les accusations que le principal axe de l'agression, puisque cela a été dit dans les déclarations publiques des autorités rwandaises, que c'est parce que nous gérons mal les relations entre nos groupes armés et nous qu'il y a des problèmes. Donc, que nous n'appliquons pas l'accord. Et nous avons demandé, la partie congolaise a demandé, que le mécanisme international se mette en activité pour démontrer que cela est faux et que cela ne peut pas justifier ce que nous sommes en train de subir maintenant. Donc il n'y a pas, à partir de là, à exciper le fait qu'on va entrer en négociation avec des forces négatives.
C'est tout à fait deux choses différentes. C'est une preuve que nous voulons apporter que tout a été fait. Et pour le démontrer au chef d'État, nous avons estimé qu'il fallait réactiver ce mécanisme-là pour que les présidents Mokapa et Obasanjo puissent dire exactement ce qui a été dit. Nous le savons. Et à partir de ce qui a été dit, démontrer que ce n'a pas été fait, c'est faux, tout a été fait. Et donc, pour nous, c'est un exercice tout à fait routinier qui va avoir lieu, qui était prévu dans l'article 15 de l'accord de 2009, mais il n'est pas question de... Quand vous parlez termes de référence, c'est comme si vous pensiez qu'on va faire une liste des groupes armés, qu'on va... Non, les groupes armés en 2009, c'est terminé. C'est terminé, ce sont des gens qui ont été intégrés. C'est en tant que militaires des FARDC que ces gens ont commis des crimes et ils sont aujourd'hui dans une procédure de subir ce qu'on applique à ceux qui, étant militaires congolais, violent les règles qui s'appliquent à tous les militaires congolais. Nous ne les considérons pas comme des gens des groupes armés, ça n'existe plus les groupes armés. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir cette évaluation qui est une évaluation par un mécanisme international. Vous demandez notre réaction aux décisions qui se sont succédées de nos partenaires occidentaux, au Rwanda et à nous, parce qu'ils sont en coopération avec toutes les parties, qui ont décidé pour certains de retarder la libération de certains fonds, pour d'autres de reconsidérer la coopération avec le Rwanda à cause justement de cette implication du Rwanda dans le drame de l'Est de la RDC. Nous sommes satisfaits par cette attitude de la communauté internationale. Nous pensons qu'elle a écouté l'action qui a été entreprise par notre gouvernement. Elle a écouté les appels au secours des innocentes populations du Kivu qui appartiennent à l'humanité. Ce n'est pas des animaux, ce n'est pas des bouts de bois. Ce sont des hommes de chair et de sang que l'on fait souffrir pour la commodité d'un groupe mafieux qui veut s'enrichir sans contrepartie sur le sol de leur pays. Leur seul crime, c'est d'être nés sur une terre riche, convoitée par des mafieux qui ne veulent rien consentir en échange de la collecte de ces richesses qui sont mises à la disposition de ce peuple. Et donc, que nous ayons été compris, nous satisfait entièrement. Nous l'avons fait savoir aux représentants de ces pays, et ici, publiquement, au nom du gouvernement, je voudrais les remercier, tout en les appelant à aller beaucoup plus loin, parce qu'apparemment, les sanctions n'y suffisent pas, étant donné qu'on continue à se battre. On continue à agresser la République démocratique du Congo. On croit que c'est un jeu de surface. On croit qu'on va se fatiguer. Donc il faut que le signal soit ferme, qu'il soit constant et qu'il soit conséquent, qu'on aille jusqu'au bout. RFI nous demande si des négociations sont en cours. Je peux dire qu'il y a des négociations entre la République démocratique du Congo et l'axe principal de l'agression. Addis Abeba, c'était une négociation. Les contacts à Rubavu, au Rwanda, c'est de la négociation. Les contacts à Goma, vous savez, la joint team des services de sécurité rwandais et congolais, c'est de la négociation. C'est à ce niveau-là que nous négocions, parce que nous ne pouvons pas négocier avec des faire-valoir. Ce n'est pas efficace. Il faut négocier avec le principal acteur. C'est pourquoi nous négocions avec l'État rwandais. Nous n'avons jamais cessé de négocier, même au moment où les armes parlaient. Nous n'avons jamais cessé de négocier. Ce sont les seules négociations qui sont en cours. Pour le reste, c'est de la légende, c'est de la guerre psychologique. Oui, il faut dire ceci pour que les gens aient peur de continuer à se battre parce qu'on négocie. Personne ne négocie avec des faire-valoir. Ce n'est même pas efficace. Ils peuvent même vouloir la paix, mais si ceux qui manipulent ne le veulent pas, eh bien, on aura encore d'autres choses. Il faut qu'on termine cette affaire une bonne fois pour toutes, et c'est avec les responsables que ça va se terminer. Deuxième question de RFI. Est-ce qu'on a l'impression que le gouvernement rwandais veut renverser le gouvernement de Kinshasa? Nous n'avons pas dit cela encore. Faut-il qu'ils en aient les moyens d'arriver à Kinshasa pour renverser le gouvernement de Kinshasa? Le gouvernement de Kinshasa aujourd'hui, ce n'est pas le gouvernement du président Mobutu. La République démocratique du Congo aujourd'hui, ce n'est pas la République du Zaïre. Donc nous savons qu'il y a une volonté
de stémer le chaos dans une partie de la République, qui est fort intéressante en termes de potentialité naturelle, de richesse naturelle. Parce qu'il y a des gens qui se sont installés confortablement dans la cueillette sans contrepartie des ressources naturelles au Kivu et qui pensent que la remise en ordre, la stabilisation du Kivu va mettre fin à cette rente de situation. Et donc, perturber le Kivu, maintenir un état de confusion permanente permet que cette cueillette se poursuive. Et nous sommes sûrs que dans les régions qui sont sous leur contrôle, la cueillette se poursuit. Vous avez vu ce qui s'est passé, on cherche des postes frontaliers où on peut prendre même le peu que les usagers de la route peuvent payer en termes de taxes, redevances, etc. C'est économique, c'est une guerre de pillage. Et donc nous le comprenons ainsi, mais nous ne laisserons pas un seul mètre carré de notre pays entre les mains d'étrangers. Voilà la position, ce n'est pas parce qu'on menace le gouvernement que nous allons nous déployer, pas du tout. Vous menacez même un berger congolais. Vous chassez une femme de Boudangana de ses champs pour qu'elle puisse se retrouver soit en Ouganda, soit à Goma. Nous avons le droit de la rétablir. Militairement, nous allons agir. Politiquement, nous agissons. Diplomatiquement également, nous allons agir pour l'intérêt de nos populations. Voilà la réponse à cette question. Voilà, nous passons au deuxième groupe, mais je crois qu'il serait vraiment mieux qu'on passe de l'autre côté, au lieu de garder le micro au même endroit. Oui, c'est Steve Wemby pour l'agence de presse Chine Nouvelle. Monsieur le ministre, la semaine passée, le samedi à Goma, il y avait une réunion, selon nos sources, entre les officiers militaires congolais et rwandais à l'hôtel Yussi. Quel est le contenu de cette réunion? Et la seconde préoccupation, ça concerne la délocalisation de la base logistique du Nord Kivu pour la province du Sud Kivu, donc vers Calais. Pourquoi vous avez délocalisé cette base militaire pendant que les rebelles sont à quelques mètres de la ville de Goma? Merci. Merci. Richard Chako, RTGA. Monsieur le ministre, on parle de plus en plus de la présence des militaires rwandais qui appuieraient le M23. Quelle est la réaction du gouvernement sur cette information? Rwandais? Non, Ougandais plutôt. Ougandais, voilà. Une autre information par rapport à l'interview qu'a accordé le chef de l'État à la presse locale, la presse nationale plutôt. Le chef d'État parlait de la restructuration de la CENI. Qu'est-ce que cela veut dire? Merci. Atinki Télé 50, Monsieur le ministre, vous avez parlé de la réplique du Rwanda et en ce moment, cette réplique doit être présentée au niveau de New York. Vous avez parlé de plusieurs incohérences constatées dans cette réplique. Que fait le gouvernement congolais en ce moment? Est-ce qu'il y a aussi un représentant au niveau de New York? Deuxième question, au moment où on recherche peut-être la paix, ce matin nous avons été réveillés, Top Congo a annoncé la création d'une nouvelle force au niveau du Nord Kivu, les forces acquises au changement, à ne pas confondre avec les FAC ici à Kinshasa. Votre réaction? Africa News. Monsieur le ministre, vous avez évoqué les opérations militaires sur le terrain. Quelle évaluation en faites-vous aujourd'hui, plus de 100 jours après l'agression? Christian Bella de la télévision Sangomalamu. Excellence, monsieur, j'aimerais savoir si le gouvernement a déjà accordé son aval. Patrick Mbanga pour l'expression. Excellence, comme la situation à l'Est persiste, est-ce que penserez-vous de continuer par des négociations ou appliquer la pression diplomatique et la pression militaire? Et Élisée Odiado Congo Web, rien à voir avec l'évêque qui venait d'être précédemment cité. La semaine dernière, on a appris, il y a une personnalité qui s'est invitée à la guerre à l'Est. On parle de Faustin Monene.
Alors ça me permet de poser la question de savoir où est-ce qu'on en est dans la procédure d'extradition de toutes ces personnalités congolaises qui se retrouvent dans les pays voisins, notamment Mounene, Kunda et Ondjani. Merci. Chine Nouvelle voudrait savoir si qu'est-ce qui s'est dit au cours d'une réunion entre des officiers FARDC et des officiers de Rwanda Defense Force à l'hôtel Iusi. Vous devez savoir, comme je l'ai dit, que les négociations n'ont jamais été stoppées. Nous continuons à nous parler. Et même ce qui est contenu dans ce rapport qui cause tant de soucis à nos voisins rwandais a été communiqué à la partie rwandaise plusieurs jours avant que les experts des Nations Unies ne les rendent publics, parce que nous possédions la plupart de ces éléments. Malheureusement, nos partenaires rwandais se sont refusés à signer le procès verbal faisant état des échanges de ces informations. Donc j'imagine que c'est cette réunion qui se poursuit avec la facilitation de la MONUSCO. Je ne saurais pas vous dire dans les détails ce qu'il en est, mais ils feront rapport au ministre de la Défense nationale, au chef de l'État, et je pense qu'à ce moment-là, nous aurons accès au contenu de ces contacts qui sont importants, qui continuent, qui auront lieu demain, après-demain, jusqu'à ce que nous retrouvions un modus vivendi acceptable par les uns et les autres dans la région. Vous avez posé encore une deuxième question sur la délocalisation de la base logistique de Goma vers Kalehe. Vous semblez mieux informé que moi, membre du gouvernement. Je ne suis pas au courant d'une telle délocalisation. Et en tout état de cause, si elle avait lieu, je vois mal l'état-major nous dire pourquoi il délocalise la base logistique. Je pense que c'est des questions de stratégie militaire qu'on ne discute pas au cours d'un point de presse, ni dans les médias. Je pense que ça fait partie des secrets de la défense nationale. Je pense que vous accepterez cela avec moi. Le fait même de dire que c'est à Kalehe, je ne sais pas si c'est vrai. Ça peut faire partie aussi d'une information intox pour que l'ennemi croit que c'est à Kalehe alors que ce n'est pas à Kalehe. Et donc, je ne vois pas vraiment l'utilité de discuter de cela. Alors, RTGA parle de la présence des Ougandais qui appuieraient M23. Ces informations nous sont parvenues. Ces informations ont fait l'objet de concertation entre nos voisins ougandais et nous. Au moment où nous parlons, une délégation ministérielle congolaise séjourne en Ouganda. Nous avons déjà reçu la réponse que le chef de l'État a donnée d'ailleurs à l'opinion publique, que les Ougandais nient toute présence officielle de l'Ouganda, mais les autorités locales dans cette partie du Nord Kivu signalent qu'une forte population ougandaise a l'habitude de louer sa force de travail dans le périmètre de Bunagana, Rutshuru, Djomba, à des éleveurs, à des agriculteurs, et qu'ils sont l'objet, ils ont souvent été l'objet de pression de la part des recruteurs de la mafia qui fonctionne à partir du Rwanda, justement peut-être pour jeter de la poudre aux yeux et faire croire que le pays qui est accusé n'est pas seul dans cette histoire. Nous ne voulons en tout cas pas proférer des accusations à la légère pour ne pas servir les stratégies des ennemis de la paix. Nous préférons nous faire une idée par nous-mêmes. Nous enquêtons. Notre gouvernement amène le fruit de l'enquête au gouvernement ougandais. Et lorsque nous nous aurons fait une religion, nous le dirons. Si les Ougandais sont là officiellement, on vous le dira. Mais pour l'instant, rien ne nous permet de confirmer cela, au risque de tomber dans un piège. Alors, vous posez la question aussi de la restructuration de la CENI. Là aussi, le chef de l'État a répondu. Nous avons recueilli diverses critiques sur la façon dont les élections ont été conduites. Les observateurs étrangers, les observateurs nationaux, le chef de l'État lui-même, la CENI elle-même qui s'est évaluée, vous vous souvenez, l'Assemblée nationale qui a eu des séances, discuter le rapport établi par la Commission électorale nationale indépendante, tout cela
a convaincu le gouvernement de la nécessité de proposer à l'Assemblée nationale un projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique qui organise la Commission électorale nationale indépendante. D'autres projets de loi sont à venir, notamment par rapport à la loi électorale. Mais pour l'instant, ce qui est prêt, c'est le projet de loi organique portant modification de certaines dispositions de la loi organisant la Commission électorale nationale indépendante. Il y a toute une série de considérations qui ont été enregistrées de la part de certains partis politiques, tous les partis, puisque aussi bien majorité qu'opposition, ont donné des propositions, de la société civile, de partenaires extérieurs qui ont observé les élections, du chef de l'État, et donc cette proposition, ce projet de loi sera présenté par M. le Premier ministre au président de l'Assemblée nationale dans les tout prochains jours, en tout cas dès la prochaine rentrée, et nous pensons donc ainsi résoudre ce problème qui est un problème structurel, qui est un problème de fonctionnement de la CENI avant que ne soit entamé le processus qui va compléter ce qui a commencé au mois de novembre, c'est-à-dire les élections provinciales, municipales et locales. Donc vous êtes informés, le chef de l'État l'a dit, je vous le confirme, le projet est fin prêt dans les tiroirs du gouvernement. Télé 50 pose la question sur ce que nous faisons de la réplique dans la mesure où aujourd'hui, à New York, nos voisins rwandais sont en train de la présenter. Mais nous sommes en train de gérer la réplique. D'abord au niveau de notre propre opinion nationale. Et pendant que je vous parle, nos services diplomatiques sont actifs à New York, un peu partout, pour démontrer que ce qui a été dit dans le rapport des experts est véridique et nécessite que des mesures définitives soient prises pour mettre fin à cette agression contre notre pays, parce que c'est nous qui subissons l'agression, c'est nous qui avons intérêt à ce que la communauté internationale prenne des mesures efficaces pour mettre fin une bonne fois pour toutes à cette agression. Donc, nous gérons cette réplique comme il se doit. Vous avez signalé la création d'une force acquise au changement à Goma. On peut s'étonner qu'on en soit encore seulement à ce niveau, avec la propension des ennemis de la paix dans cette partie du pays, avec le niveau d'imagination développé par la mafia qui suce toutes les ressources de l'Est. On se serait attendu à ce qu'il y ait plus de 100 ou 200 groupes qui aient cette force acquise au changement. Nous en attendons des dizaines. Chaque jour apporte son nouveau lot. Mais je ne pense pas que le peuple congolais soit dupe. Et la mobilisation qui monte de partout est la meilleure démonstration que ces initiatives sont marginales. Elles ne nous font pas peur parce qu'elles ne sont pas représentatives du sentiment profond du tissu sociopolitique congolais. Je pense que nous vaincrons ces gens parce qu'ils ne représentent rien que la volonté de ceux qui les envoient et qui sont soumis aujourd'hui à forte pression. Africa News voudrait que nous puissions évaluer l'action des FRDC sur le terrain. Nous pensons que le moment n'est pas encore venu. Les FRDC sont engagés au feu. Ils sont en train de se battre. On ne peut pas évaluer une équipe qui est en train de jouer. Il faut attendre la fin du match. Donc des évaluations se feront. Chaque chose doit se faire en son temps. Il ne s'agit pas de distraire nos garçons pendant qu'ils sont en train de se battre. Un jour, ils avancent, le lendemain, ils reculent. Ils ont affaire à forte partie. C'est tout un État qui est là-bas, face à eux. Donc, je pense que le moment viendra. Ce n'est pas encore le moment. Nous savons ce que nous sommes. Nous savons ce que nous avons comme armée. Nous savons les facilités que nous n'avons pas reçues. Nous savons les facilités que d'autres ont reçues. Nous gérons tout cela. Nous n'avons pas provoqué la guerre. Donc, nous n'avons pas à être blâmés pour une guerre qui nous est imposée. Attendons le déroulement de la guerre. Il sera toujours temps d'en évaluer les comportements des uns et des autres. Une manifestation des confessions religieuses, l'Église catholique et d'autres, c'est une réponse positive à l'appel que le gouvernement a lancé. Souvenez-vous, ici même, nous avons lancé un appel à la mobilisation générale. Et si nous montrons parfois des hésitations devant les excès que certains qui, profitant de la mobilisation, veulent en réalité affaiblir notre position en divisant les Congolais,
nous n'avons que de l'admiration pour des initiatives comme celle des confessions religieuses, de l'Église catholique, qui n'ont jamais souhaité diviser les Congolais. Ils veulent que nous soyons tous unis. C'est l'esprit dans lequel le gouvernement a souhaité que se réalise cette mobilisation. Et donc, nous n'avons pas à donner un aval. Nous soutenons cette initiative de l'Église catholique qui va dans le bon sens. Aujourd'hui, le Congo doit être uni face aux ennemis de la paix. La question sur l'agression, on nous demande si nous allons, pour répondre à l'agression qui continue, négocier ou faire des pressions militaires. Mais j'ai dit que nous déployons comme sur un tableau à 3 couleurs. Il y a l'action militaire qui doit répondre à l'agression, parce que l'agression est militaire, mais il y a l'action diplomatique, parce que l'agression est étrangère, donc il y a des pressions que nous devons obtenir, parce que nous sommes un membre de la communauté internationale, qui est l'objet d'une action hostile de la part d'un autre membre de la communauté internationale. Donc nous avons le droit de recourir aux pressions de la communauté internationale contre le membre de la communauté internationale qui a agressé un autre membre que nous sommes. Et nous avons le droit de mobiliser notre peuple. Comme on a parlé ici de l'Église catholique, c'est une mobilisation qui répond à l'action politique entreprise par le chef de l'État et le gouvernement pour appeler les Congolais à se montrer solidaires de leur pays agressé. Donc c'est une action qui se déroule sur les 3 chantiers. Et elle n'est pas linéaire, ce n'est pas ou l'action militaire ou l'action diplomatique exclusivement, non. C'est toutes les 3 actions à la fois et elles sont en train d'être déroulées même au moment où nous parlons. L'action diplomatique, l'action politique et l'action militaire qui est au cœur, bien sûr, parce qu'il faut que physiquement, nous recontrôlions ces espaces que l'on veut nous prendre. Congo Web, enfin, s'agissant de Mounene, l'ex-général, qui a été d'abord démissionné de l'armée parce qu'il était candidat à une élection législative qu'il a perdue en 2006, qui a tenté maladroitement de récupérer son poste dans l'armée, mais dans l'armée on ne vient pas comme ça, il y a des procédures, et qui a été évincé pour cela, et qui se retrouve dans la peau d'un pseudo-révolutionnaire, parce qu'il a perdu son étoile de général. Mounene a dit des choses qui ne nous ont pas plu, nous lui avons répondu. Mounene a essayé de nous opposer à la République sœur du Congo, Brazzaville. Nous n'avons pas donné dans le piège. Nous avons estimé que nous allions en parler avec le Congo-Brazzaville et nous doutions. Nous avions même des doutes. Ce monsieur est vraiment au Congo-Brazzaville. Comment peut-il mettre en difficulté l'État qui lui donne l'asile? Nous avons eu raison. Ce matin même, en l'absence de mon collègue, le ministre de l'Intérieur, je viens d'accueillir au beach l'envoyé spécial du président Sassou, qui va être reçu dans les minutes ou les heures qui suivent par le chef de l'État pour donner un message parmi lesquels, je pense, parmi les points, on parlera de ce dossier. Je ne peux pas me faire le porte-parole des autorités congolaises. Vous interrogerez le ministre congolais de l'Intérieur qui est venu et il vous dira, à sa sortie de l'audience présidentielle, s'il estime nécessaire, de quoi il est venu parler avec le président Joseph Kabila de la part de son homologue et frère, le président Denis Sassou Nguesso. Donc, c'est ça que je peux vous dire à l'instant. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Et donc, la même situation peut être dite au sujet d'Onjani. Peut-être qu'on en parlera, mais il vous le dira lui-même. S'agissant de Kunda, vous savez dans quelle situation se trouvent nos relations avec le Rwanda. Et donc, si déjà Ntaganda est considéré aujourd'hui comme ayant bénéficié des facilités du Rwanda, on comprend bien qu'un Kunda aussi, et que donc on peut douter de sa situation de prisonnier là-bas. C'est peut-être un exil qu'il est en train de vivre là-bas, mais tout cela fait partie des négociations que nous menons avec le Rwanda. Voilà la réponse à cette dernière question. Je vous remercie de votre attention. Merci. Monsieur le spectateur, c'est là, à ce point de presse du 30 juillet 2011, vous avez suivi tout le tour à tour, le point abordé par le ministre Mende. Nous avons parlé de le Rwanda qui est en train
de répliquer au niveau du Conseil de sécurité, se disant ne pas être responsable de ce qui se passe en République démocratique du Congo et n'apporte qu'un soutien à ces pays frères. Au même moment, nous apprendrons que, à part les États-Unis, il y a le Pays-Bas, donc le Pays-Bas et l'Allemagne qui aujourd'hui sont en train de retirer toute